avait comme informateurs, par exemple, ne serait-ce que des femmes kabyles monolingues. Donc vous avez là une qualité de langue qui est unique et qu'on ne pratique plus maintenant, ni à l'oral, ni à l'écrit. Je dirais encore plus à l'écrit, parce qu'à l'écrit, on aura peut-être l'occasion d'en débattre, d'en parler pendant le débat. Il y a des auteurs qui font tout simplement un travail qui, à mon avis, est contre-productif, en utilisant des néologismes et en utilisant une langue que plus personne ne comprend. Sauf ce qu'on pourrait appeler une sorte de secte qui est en train de se constituer autour d'un berbère classique pour faire vite. Voilà, je vous remercie et je redonne le micro à vous. On refait de l'arabisation en kabyle. Je propose à ce que tout le monde intervienne et tous les intervenants finissent leur intervention. Et après, on organise un petit débat. Comme ça, on peut voir en fonction du temps qui nous reste. Il nous reste pas normalement. Oui, ça aide. Avec les prêts. أنا مساعد التليفون. تخص الدقيقة. أبجد على وبعد. Donc si Saïd Choumache de Tizi Ouzou, il a une difficulté monstre avec son Skype, il va intervenir comme ça. أتصل على سعيد. Est-ce que la salle أتصل هذا كان؟ Ça marche pas. C'est pas possible. Non, ça passe pas. هذا كان؟ Ça commence à passer, ça va pas acheter. تفضل satellite نروح. Vous entendez? Oui, vas-y, ton intervention. Vas-y, commence, les gens, vas-y, أنت هسه جدا. Ça sert à rien. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est pas possible. Bon, on va passer. Ah, c'est pas possible. Bon, alors on va passer au deuxième intervenant. Donc c'est Madame Marine Demnati, qui est membre de l'Observatoire amazigh des droits et libertés, chercheur aussi en didactique à l'Institut royal de la culture amazigh, et qui a à son actif plusieurs publications en amazigh, manuels scolaires, contes, bandes dessinées, comme je vois aussi un ouvrage qui semble être un essai à l'ombre de l'islam, qui est édité en Belgique. Voilà. Voilà. Donc on va écouter Madame ah oui, pardon, ah oui, c'est l'autre ouvrage. Alors, Nous, femmes autochtones d'Afrique, édité aux Pays-Bas. La langue amazigh dans le système éducatif marocain, publié par l'Observatoire amazigh.
l'enjeu de la diversité culturelle et linguistique au Maroc. Édition écrite. Voilà. Et à Walgora. أزلفلا فرح غطاسة ديال دي دون أسا سنمير أطاس le collectif تمسمونت نسوري في وسنفل la démocratie d'Algérie, le collectif Agir pour le changement démocratique en Algérie. À mon compte, je vais essayer de faire rapide, parce que je pense que j'ai un quart d'heure, 20 minutes, d'essayer de faire rapidement l'aller-retour entre la lutte du mouvement Amazigh et sur le terrain, ce qui se passait aussi pendant ce temps-là et réellement en ce qui concerne l'Institut, notamment le rôle de l'Institut royal de la culture Amazigh et le rôle d'autres institutions. Alors, en ce qui concerne le mouvement Amazigh, dès l'indépendance 1956, nous avons affaire à un État, en fait, qui est un État à la fois moderne et conservateur. D'un côté, nous avons un Parlement, nous avons une Chambre des conseillers, etc. Mais de l'autre, nous avons une monarchie qui continue à fonctionner à la manière traditionnelle, avec une monarchie absolue et un roi qui a tous les pouvoirs. Et en même temps aussi, l'arabe et l'islam sont les deux seules identités reconnues dans la Constitution. Donc à ce moment-là, l'Amazigh n'a aucune place en ce qui concerne qu'est-ce qui se passe là? Voilà. La naissance du mouvement Amazigh, c'est à peu près dans les années 60 au Maroc. C'est né à partir d'un sentiment d'injustice, qui est le sentiment justement du déni de cette langue, de cette culture, qui sont marginalisés, qui sont déniés, et qui en même temps sont reconnus comme étant un folklore. Et je pense qu'à ce moment-là, le mouvement, disons, qui s'est constitué au départ, a compris que le linguicide programmé était mis en marche, donc l'ethnocide aussi programmé était mis en marche pour tuer Amazigh par le biais de cette reconnaissance en fait de l'arabe et l'islam en tant que seule identité du Maroc. Au départ, le mouvement Amazigh était constitué seulement d'un certain nombre d'intellectuels, des élites de villes, Rabat, Casablanca, Fès, Nador, Agadir, en gros. Ces associations ont travaillé plus ou moins clandestinement, parce que c'était une période très difficile, la période de Hassan II, le départ aussi dans les années 70-80, les coups d'État, etc. Donc tout ça, c'était un contexte où le mouvement Amazigh a eu du mal à travailler, mais en même temps, où il y a eu un travail beaucoup plus académique fait par les associations de recherche au niveau linguistique, un travail de collecte de poèmes, de contes, de proverbes, etc. C'était surtout ce travail-là que faisait le mouvement Amazigh dans cette période-là. Puis est venue la charte d'Agadir qui a été signée par plusieurs associations en 1991. Ces associations-là, qui étaient au nombre d'une vingtaine, ont mis en place cette charte d'Agadir qui demandait la reconnaissance de l'amazirité au Maroc et notamment, encore une fois, la reconnaissance officielle et nationale de cette langue et de cette culture. Puis, par la suite, ces organisations, ces associations amazigh vont s'organiser en coordination. Plus elles grossissaient dans les années 90 et plus il fallait faire des coordinations pour pouvoir mieux travailler ensemble. Donc, les coordinations ont été faites surtout par région. Il y a eu la coordination du Nord, la coordination du Centre, la coordination du Haut-Atlas et la coordination du Sud. Et à ce moment-là, les associations ont travaillé d'emblée ensemble, mais il y a une différence peut-être avec l'Algérie, c'est que le mouvement, c'est toujours appelé le mouvement Amazigh.
Et c'est les coordinations, en fait, qui étaient l'expression des régions. Puis, il y a eu, bien sûr, l'internationalisation de la question par le biais du Congrès mondial Amazigh. Donc, ces associations vont s'inspirer, comme je l'ai écrit ici, de chartes de conventions internationales des droits de l'homme et des peuples, telles que celles que vous voyez ici, Déclaration universelle, etc. etc. Puis, à ce moment-là, le manifeste Amazigh, en mars 2000, a été un saut en avant, en fait, parce que c'est à ce moment-là que le roi Mohamed VI est arrivé au trône. Donc, le mouvement s'est dit, c'est un tournant de l'histoire, Hassan II décédé, un nouveau roi arrive, il faut lui rentrer un papier, et ce papier-là, c'est le manifeste Amazigh. En gros, c'est le manifeste Amazigh pour la reconnaissance de la mazirité du Maroc, que vous pouvez toujours trouver dans Internet, dans toutes les langues. Et ça déclenche une évolution rapide et qualitative, et à ce moment-là, ça va politiser le discours. Là, c'est une des photos du manifeste, de l'Assemblée du manifeste Amazigh en 2001. Alors, pendant ce temps, le mouvement Amazigh a eu une évolution aussi au niveau de son discours. De la revendication de la culture, de la langue, le mouvement Amazigh est passé à un autre discours qui est celui de l'approche droit, qui est celui des droits linguistiques et culturels. Puis par la suite, le discours a encore évolué jusqu'à arriver à le droit à la terre, le droit à la laïcité, le droit, etc. Donc le mouvement a évolué aussi dans son discours. Plus le mouvement grossissait, plus le discours aussi se politisait et plus le discours aussi se radicalisait. Le 30 juillet 2001, bon, après cette manifestation du manifeste Amazigh, parce que ce n'est pas seulement un texte qui a été fait par ce mouvement, mais aussi des comités qui ont été créés dans tout le Maroc et qui faisaient signer ce manifeste par tout le monde. Donc on était arrivé à 1 million de signatures, et en même temps, la conscientisation commençait à... Et puis, c'est à ce moment-là aussi qu'en Kabylie, en 2001, il y a eu le massacre en Kabylie, et les mouvements Amazigh étaient allés devant l'ambassade d'Algérie à Rabat pour manifester, faire un sitting devant l'ambassade. Et je pense qu'il y a ça aussi, il y a aussi le fait aussi que la monarchie, après Hassan II, a voulu montrer un visage humain, donc a voulu s'inscrire dans tout ce qui est droits humains et montrer que en fait les choses, surtout par rapport à des dossiers qui étaient chauds, le dossier de la femme et le dossier de l'Amazigh, donc c'était les deux dossiers que la monarchie s'était accaparés. Pendant ce temps-là, vous allez me dire où sont les partis politiques. Donc les partis politiques, à ce moment-là, on ne les entendait pas. À part peut-être 2 ou 3 partis politiques qui ont plus ou moins manifesté leur solidarité au mouvement Amazigh, il n'y a pas eu grand-chose. Donc ce dossier a été pris en main en fait par la monarchie, le dossier de la mazirité, pas pour les beaux yeux des Amazighs, mais parce que la monarchie a toujours joué le rôle de l'équilibre. Il y a des rapports de force, quand il y a des problèmes sur le terrain, ben, la monarchie essaye de faire l'équilibre pour avoir le moins de problèmes possible. Donc là, le mouvement avait grossi. À côté, chez nos frères kabyles, c'était le drame total, et ils avaient peur, ils l'ont bien écrit, de la kabylisation, de la question amazigh au Maroc. Et là, je pense que tous ces facteurs qui ont joué, plus le regard international sur le Maroc, plus aussi le fait que le mouvement Amazigh était présent dans les Nations Unies et que le mouvement Amazigh a toujours combattu pour avoir ses droits linguistiques et culturels, tous ces facteurs-là ont joué pour que, à ce moment-là, le roi a fait son discours en 2001 en disant que la promotion de l'Amazigh est une responsabilité nationale, elle n'appartient pas qu'à certains. Puis par la suite, le discours d'Ajdir, c'est une petite ville berbère qui est dans le Moyen Atlas, le discours d'Ajdir où le roi a annoncé la création de l'Institut royal de la culture amazigh. Maintenant, un des articles de la création de cet institut, c'est qu'en fait, quel est le rôle qui était donné à cet institut? C'était un rôle de faire la promotion, le rayonnement, et en même temps, dans les autres articles, on le verra, vous pouvez le voir dans le site de l'IRCAM, ircam.ma, c'est de faire en sorte que Amazigh soit introduite dans le système éducatif, dans les médias, dans les institutions publiques, etc. Mais en collaboration avec les autorités gouvernementales et les institutions concernées.
l'Institut doit mettre en œuvre la politique retenue par Sa Majesté et devant permettre l'introduction de l'Amazigh dans le système éducatif, assurer l'Amazigh son rayonnement, etc., etc., etc. Donc là, c'était là le hic, hein, c'est-à-dire quel est le rôle de l'IRCAM? Le l'IRCAM avait un rôle et a toujours un rôle consultatif. D'accord? Rien n'est fait sans consulter l'Institut Amazigh par les ministères. Le ministère de l'Éducation se devait de faire une commission mixte avec l'Institut. Le ministère de la Culture, de même. Le ministère de la Communication, de même. Donc il y avait plusieurs commissions mixtes entre l'Institut Amazigh et les ministères. Là, c'est le logo de l'IRCAM. Asinag Agelden Ntusnat Amazigh. Là, le roi, en 2002, va nommer le professeur Mohamed Shafiq, qui est connu au niveau panamazigh, comme étant le premier recteur de l'Institut royal de la culture amazigh. La première chose que fait le conseil d'administration de l'Institut royal de la culture amazigh, c'est le choix de l'alphabet. Donc il a, comme je vous ai dit, l'Institut est sous la coupole de la monarchie, non pas sous la coupole du Parlement ou du gouvernement, etc. Donc il a été demandé à l'IRCAM de choisir un alphabet et de consulter, en fait le roi a consulté l'IRCAM en disant bon maintenant il faut d'abord choisir l'alphabet avant de mettre les choses en marche. Donc il y a eu plusieurs discussions à ce moment-là, pas seulement à l'intérieur de l'Institut, mais dans les journaux, partout dans le Maroc. Les islamistes s'y sont mis dans leurs journaux, les arabistes la même chose. Bon, c'était, on nous tombait dessus, il fallait écrire en alphabet arabe, enfin araméen dit arabe. Donc à ce moment-là, nous on était latinistes, la majorité des Amazirs étaient latinistes dans le mouvement amazigh. Il y avait effectivement une bonne minorité qui était pour le Tifinagh, qui était souvent la jeunesse amazigh. Et là, il y a eu un grand débat. Il y a eu même des débats avec des islamistes dans les journaux, etc., qu'on a bien discuté, mais on a été très clair, quoi. On a dit, il n'est pas question qu'on écrive dans l'alphabet arabe, nous on était pour le latin, d'autres étaient venus pour défendre le Tifinagh. Bon, maintenant, il y a une chose sur laquelle avaient joué les islamistes à l'époque, c'était de lier l'alphabet avec une religion. L'alphabet arabe était l'alphabet des musulmans, l'alphabet latin était l'alphabet des chrétiens. Hein? Bon, notre alphabet à nous, par la suite, ils ont dit que c'était l'alphabet des païens. Bon, mais cet alphabet-là avait quand même quelque chose de plus, un argument qui était beaucoup plus solide. C'est ce qui fait en fait que par la suite, la majorité du mouvement amazigh a adopté le Tifinagh. C'est ce symbole qui était, ce côté symbolique du Tifinagh qui était l'alphabet de nos ancêtres. Et c'était ça en fait qui a pu... parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi on n'a pas choisi le latin, c'est pas nous, hein. On n'avait pas le rapport de force de notre côté. Hein. Donc comme on n'avait pas le rapport de force, on s'est dit c'est le moindre mal. Qu'on prenne le Tifinagh, mais au niveau de la littérature, nos écrivains continuent à écrire dans les deux. Hein. Je l'ai montré à Rondan tout à l'heure, il y en a qui écrivent leurs poèmes ou leurs romans, ils font dans les deux graphies, latine et Tifinagh. Parce que le latin, pour nous, c'est quand même un alphabet qui va nous porter beaucoup plus loin, qui, au niveau international, pourra être quand même beaucoup plus lu. Puis là, on avait un petit peu peur, effectivement, du ghetto Tifinagh. On en a beaucoup parlé. Puis bon, effectivement, les arabistes et les islamistes se sont frottés les mains en se disant « Ah, maintenant, ils vont être enfermés dans leur tombe. Hein » Puis nous, on leur a dit « Attention, il ne faut pas réveiller la momie. » Non plus. Hein. C'est une momie. Donc il ne faut pas le réveiller. Mais effectivement, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Par la suite, ils ont eu très peur de cette graphie. Donc ils ont commencé à attaquer. Parce que physiquement, visiblement, c'est de l'amazigh. Même s'ils ne comprennent rien, quand ils voient cette graphie, pour eux, c'est nous. Hein. Puis en même temps, le travail qui a été fait au niveau archéologique, au niveau de l'anthropologie, etc., tout ça, ça a appuyé cette graphie. Et moi qui ai formé des centaines d'enseignants et des centaines d'inspecteurs, je peux vous dire une chose, je suis allée sur le terrain dans des petites villes où j'ai formé des enseignants. L'alphabet Tifinagh a fait un effet extraordinaire sur les Amazirs, qui ne connaissaient pas cet alphabet. Ah, on a notre alphabet. Et puis ils étaient tout fiers de montrer ça, les enfants, la même chose. Maintenant, je me dis, si on avait pris le latin, les islamistes auraient joué sur le terrain, parce qu'ils font du travail de proximité, eux. Par rapport à d'autres mouvements. Hein. Ils ont dit, attention, ça c'est la graphie Nsara et Romin. Hein. Et là, ça va être... Finalement, cette graphie, moi je me dis, elle a fait son chemin. Aujourd'hui, beaucoup de gens
l'apprennent, même les gens qui sont analphabètes dans les autres langues, savent écrire aujourd'hui en Tifina. Bon, ça n'empêche que, je vous ai dit, côté faculté au niveau de l'université, c'est les deux, c'est la graphie latine et la graphie Tifina qui sont utilisées parallèlement. Alors, je reviens à ça, c'est parce que l'IRCAM a donné au roi ce choix de Tifina, parce qu'on ne s'était pas entendu dans le conseil d'administration, on était 50-50 latin Tifina, l'arabe avait eu 0 point, donc on avait mis 50-50, puis à ce moment-là on nous a dit non, vous nous dites exactement qu'est-ce que l'IRCAM conseille. Donc à ce moment-là on s'était entendu entre nous, on s'est dit bon ben allez Tifina. Et puis on a mis Tifina, et à ce moment-là le roi a appelé les 33 partis pour leur dire voilà ce que l'IRCAM propose, qu'est-ce que vous en dites. Bon, tout le monde a dit amen le roi, sauf 2 partis politiques, le parti islamiste et le parti arabiste raciste, le parti d'Israël. Donc voilà, c'est les 2 seuls partis qui ont émis des réserves, mais le Tifina a continué son petit bonhomme de chemin. Voilà. Là, en général, même dans les manuels scolaires, on met les gravures rupestres pour expliquer aux enfants que c'est quelque chose qui est de chez nous, c'est pas parce qu'ils ont passé leur temps à dire aux gens, ils ont inventé ça, ça n'existe pas, etc. Donc, côté archéologie, on a essayé quand même de faire un petit travail de ce côté-là. Il y a même le premier ouvrage qui a été publié par l'Institut Amazir, ça s'appelle Tirra, c'est un ouvrage justement sur le Tifina. Le système éducatif. Alors, dans le système éducatif, comme je vous ai expliqué, l'IRCAM est obligé de travailler en commission mixte avec les ministères. Et c'est là le gros problème, c'est que l'IRCAM élabore des outils didactiques et pédagogiques, l'IRCAM a formé des centaines d'enseignants et d'inspecteurs, mais sur le terrain, l'IRCAM ne maîtrise pas le terrain. Il n'est pas à elle, c'est le terrain du ministère de l'Éducation. Le manuel scolaire, c'est nous qui l'avons fait à l'Institut Amazir, depuis la première année jusqu'à la dernière année du primaire. Mais la formation, c'est le ministère qui organise les formations, et c'est nous qui allons former. Par la suite, au début, ça a commencé plus ou moins bien, et puis par la suite, les notes et les circulaires ministériels n'étaient plus respectés par les académies du ministère. Ça veut dire que, moi, ça c'est la période avant Constitution. Hein. La Mazir n'avait pas du tout, n'était pas du tout dans la Constitution, elle était absente de la Constitution. Mais c'est comme ça que les académies et les délégations, chacune n'en faisait qu'à sa tête. Il y en a qui introduisaient, il y en a qui introduisaient pas, des directeurs qui introduisent, d'autres qui introduisent pas, etc. Donc c'était, on a fait un livre d'ailleurs là-dessus en tant qu'observatoire à Mazir, où on explique cette période, comment elle s'est passée, très difficile pour nous, parce qu'on n'avait rien de concret, il n'y avait pas de texte juridique qui nous défendait, on n'avait rien en main, et en même temps, il y avait ces circulaires et ces notes ministérielles que personne ne respectait au niveau des académies. Il y a eu des régions qui ont marché mieux que d'autres, dans le Sousse par exemple, ça a marché mieux que d'autres, parce que le mouvement Mazir était derrière, ça veut dire que le mouvement était obligé de pousser, d'aller gueuler devant le ministère et tout, pour faire marcher les choses, mais on leur disait, écoutez, bon, de toute façon, c'est l'arabe qui est dans la Constitution, maintenant, bon, t'as Mazir, t'as là sa petite place, 3 heures par semaine, etc., mais bon... Puis, en même temps, il a été signé avec le ministère de l'Éducation ces 4 principes, qui sont toujours les mêmes aujourd'hui, mais qui étaient quand même avant la Constitution existante. Ça veut dire l'enseignement de la Mazir obligatoire à tous les Marocains, sans exception, l'enseignement de la Mazir généralisé à tous les cycles, depuis la première année jusqu'au baccalauréat, la standardisation progressive de la langue amazigh, j'y reviendrai, pour expliquer ce que ça veut dire, et la transcription de l'amazigh dans son alphabet originel, le Tifina. Voilà les 4 principes sur lesquels le mouvement amazigh d'abord voulait parvenir, et en même temps le ministère était obligé de s'inscrire. Bon, vous allez me dire, c'était une forme d'exploitation de l'État, etc. Oui, effectivement, hein, c'était bon, laissons-les dire, laissons-les faire. Donc pendant peut-être 5-6 ans, ils nous ont laissé travailler comme on voulait à l'Institut Amazigh. Personne n'est venu mettre son nez en nous disant qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc vous allez trouver, les manuels scolaires sont bourrés de nos rois amazigh, sont bourrés de tout ce qui est coutume amazigh, etc. Donc vous allez voir, nos manuels, depuis la première année jusqu'à la 6e année, ça a été un travail total tranquille. Puis par la suite, il a commencé à avoir un petit des reculs. Bon là, c'est parmi les publications, je vais assez vite pour... les publications de l'IRCAM, vous avez manuel scolaire. Ici, les guides pédagogiques qui accompagnent les manuels scolaires. Les contes illustrés,
Ça, c'est parmi d'autres. Hein. Je parle que de mon domaine, hein, qui est celui de la didactique pédagogique. Sinon, il y a d'autres publications de l'IRCAM en histoire. Comme l'IRCAM a 7 départements, il y a plusieurs autres en anthropologie, en littérature, l'ontologie des proverbes, l'ontologie des contes, l'ontologie, etc., fait par le département de littérature. Ça, c'est le département de didactique pédagogie. Ici, c'est les bandes dessinées, Taglit Neitoufla en hommage à Kahina, d'Ia. Ici, les manuels pour adultes, avec CD. Et puis aussi des grammaires, langues, etc. Ici, des imagiers et cahiers pour enfants, des dictionnaires pour enfants, hein, et des cahiers aussi pour la graphie. Ici, des CD-ROM pour enfants. Et là, c'est une des classes amazigh Araba. Donc, là, marqué Azro Nodren Dern. C'est un texte sur le Tifinagh dans le Haut-Atlas, etc. Donc, comment est-ce que quelqu'un a trouvé, et puis il a expliqué à ses enfants. Donc, on essaye de nous inspirer un petit peu de ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Alors, maintenant, le bilan. Après 10 ans, c'est-à-dire juste avant la Constitution, avant la nouvelle Constitution, les contraintes, beaucoup de contraintes et d'obstacles. La langue amazigh n'a été intégrée que dans 3600 écoles primaires. Quand je dis 3600, ce n'est pas dans une région précise. Hein. Ça peut être à Stat, à Casablanca, à Rabat, n'importe où. C'était vraiment dispatché au niveau de tout le Maroc. Mais seulement 14% de l'effectif national. Ça veut dire qu'après 6 ans, ils ont commencé à freiner. Les partis politiques ont commencé à se dire où ils vont ceux-là. Je ne sais pas trop ce qu'ils cherchent chez Mazirane, pas question de généraliser, donc ils ont essayé de nous mettre les bâtons dans les roues. Donc ils ont arrêté plus ou moins les formations, parce que c'est eux qui organisent les formations. Donc nous, on allait pour former seulement. Donc là, on est arrivé avec des échecs dans ce genre. Puis est venu le 20 février 2011, le mouvement de la rue dont vous avez sûrement dû entendre parler au Maroc, qui s'est passé à peu près au même moment que les autres mouvements de rue dans les autres pays d'Afrique du Nord. Donc ce 20 février, c'est tout le monde qui est descendu dans la rue. Que ce soit les mouvements de féministes, les mouvements d'organisation des droits humains, n'importe quel Marocain qui en a ras-le-bol, etc. Et là, le mouvement amazigh a fait partie intégrante de ce 20 février. Partie intégrante. Ça veut dire que, à ce moment-là, c'est le 20 février qui a pris en charge notre slogan qui est l'amazigh officiel dans la Constitution. Ce n'était plus l'affaire seulement du mouvement amazigh, c'était devenu l'affaire de tous les Marocains qui voulaient un changement démocratique. Et ça a été une aubaine pour nous, parce que ce mouvement-là a donné un espèce de grand, parce qu'on était en train justement de couler un petit peu, on ne savait pas trop comment fonctionner avec un amazigh qui n'était pas du tout officiel. On était vraiment hors la loi, et puis le troisième luron qui dérangeait. Et là, avec ce mouvement amazigh, ce mouvement du 20 février et toutes ses composantes, un courant de révolte, hein, et le mouvement amazigh a fait vraiment, non seulement il a fait partie, mais il était très apparent, et je vais dire encore, grâce à notre fameux drapeau, et heureusement qu'on a gagné ça au Congrès mondial amazigh en 97, qu'on s'est entendu sur ce drapeau, parce que ce drapeau a joué un rôle énorme. Ça veut dire qu'on n'était même pas obligé de parler, tu levais ton drapeau, c'était nous. Et il y avait des villes où c'était des centaines et des centaines de drapeaux qui étaient descendus dans la rue. Regardez là. Ici, c'est Agadir. Vous avez le 20 février là, et le drapeau amazigh derrière. Ici, la même chose, amazigh officiel et national, à Rabat. Là, Marche, Marrakech, 2011. Ici, Tanger. Alors, ils ont acheté un maximum de drapeaux et ils sont descendus avec le 20 février. C'est qu'à un moment donné, on a carrément envahi l'espace public. Ici, vous avez la Al-Husima, dans le Rif. Ici, la même chose dans le Nadros et dans le Rif aussi. Alors, puis est arrivé... alors, il y a eu cette commission pour la Constitution de la nouvelle Constitution. Et ils ont adopté une approche participative, cette commission. Donc, ils ont fait appel à tous les mouvements féministes, etc. Et ils ont fait appel au mouvement amazigh. Bon, il y a une grande partie du mouvement amazigh qui a refusé.
qui a dit « Moi, je ne rentre pas dans cette constitution, qui est une commission qui est une commission antidémocratique, etc. Moi, je n'y vais pas. » Mais quelques associations y sont allées quand même. Hein. Elles ont posé leurs revendications, c'est-à-dire que c'est une commission qui écoutait. Hein. Elle écoute, elle prend note, etc. Donc, ils sont allés, ils ont posé leur... Mais il y a eu un travail énorme de fait à ce moment-là, et ça faisait longtemps que le mouvement ne s'était pas uni pour une question pareille. On avait senti que c'était le moment, c'était un moment, un grand tournant de l'histoire, beaucoup plus grand que celui de mars 2000, et là, il fallait donner un grand coup. Et il y a eu beaucoup de choses de fait, des conférences, des sittings, des marches de jeunes amazirs, etc., qui font, et puis même, on a écrit, vous allez le trouver aussi dans Internet, ça s'appelle Appel Team Mouzra pour la démocratie. Et là, on a carrément menacé dedans, sommes-nous des citoyens à part entière? Si nous ne sommes pas des citoyens à part entière, nous allons faire appel aux Nations Unies pour dire qu'on est colonisé. Donc, est-ce que nous sommes des citoyens à part entière? Là, il y a eu carrément des petites menaces de ce genre dans les écrits amazirs. On a été un peu plus loin, hein, et on a interpellé carrément la monarchie en lui disant, bon, tu es là pour faire l'équilibre, pourquoi est-ce que tu soutiens certains et que tout le reste, ça t'importe peu? Vous êtes là pour faire l'équilibre, donc c'est à vous aussi de jouer votre rôle d'équilibre. Et à ce moment-là, il y a eu cette constitution qui a été écrite au départ en français, hein, et cette constitution a été faite par une commission où il y a des gens de tous bords, hein. Il y avait des féministes, des amazirs, des représentants de juifs marocains, etc. Donc il y avait de tout. Hein. Et il y a eu cette constitution, mais par la suite, elle a été défigurée. Parce que nous avons eu en main la première version, qui est une version de ce qu'il y a de plus démocratique. Puis par la suite, les islamistes et les arabistes ont sauté en avant pour aller vers la monarchie, etc. Ah non, il faut enlever ça, ça c'est dangereux, ça c'est ceci, ça c'est cela. Donc quand vous allez regarder cette constitution, vous allez la lire, vous allez voir qu'elle a plein de contradictions. En fait, c'est une auberge espagnole. Vous trouvez tout ce que vous voulez. L'amazir, il va trouver son compte, l'islamiste, il va trouver son compte, la féministe, elle va trouver son compte, les gars des droits de l'homme, ils vont trouver son compte. On vous parle des références internationales, mais en même temps, on vous dit tout ce qui est stable au Maroc, etc., l'islam, machin chouette. On vous dit que l'amazir est officiel, bon, vous allez le voir ici, mais on vous dit aussi que l'arabe demeure. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire... en même temps, la première version, c'était la langue arabe et la langue amazigh sont les deux langues officielles du Maroc. C'était comme ça, clair. Puis les arabistes ont tout fait pour faire deux paragraphes différents pour les deux langues. Ils se sont battus d'abord pour enlever Tamazirt. Je pense que là-haut, on a dû leur dire vous n'êtes pas les seuls, on doit gérer la situation. Si on se met de votre côté, on va voir la merde de l'autre. Nous, on était prêts à rappeler à ne plus écrire en arabe, à ne plus parler en arabe, à boycotter l'arabe, etc. On l'avait vraiment menacé. Donc là, ils leur ont donné ce petit truc en disant l'arabe demeure, l'amazigh constitue une langue officielle, c'est clair, une officielle, hein, mais on va nous retarder avec une loi organique qu'on attend toujours. Ça fait 2 ans qu'il y a la Constitution. Et cette loi organique n'a pas encore été pondue par le Parlement. On attend toujours. Hein. Aucune commission n'a été réunie. Nous demandons une approche participative, mais là, le mouvement commence encore à se redégager. C'est-à-dire, le problème qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'on a un acquis, hein, pour avoir la suite, il faut encore retaper et regueuler et remenacer. À ce moment-là, ils avancent d'un petit pas. Et puis, ils regardent à gauche, à droite pour voir si on dort ou si on est encore réveillé, ou on nous prend le pouls pour voir si on est encore là. Hein, parce qu'il y en a qui passent leur temps à voir combien d'amazirophones il y a encore au Maroc. Hein. Ils passent leur temps à prendre le pouls, hein, et ils sont encore là. Hein. Donc, à ce moment-là, là maintenant, c'est la même chose. On est en train de se mobiliser, on va faire de grandes choses là dans les mois prochains, parce que cette loi organique commence à taper. Et en même temps, nous refusons à ce que cette loi organique soit faite seulement par le gouvernement actuel et le Parlement actuel, mais avec une approche participative, avec notre participation, nous, en tant que mouvement amazigh. Et ça va être fait parce que nous essayons de faire... Moi j'ai un peu d'espoir de ce côté-là. Mais, encore une fois, est-ce qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout et aller nous faire des subtilités juridiques comme celle-là? Ils passent leur temps à faire des petites subtilités juridiques comme ça. En essayant de passer entre les trucs, bon, on va leur faire ça, comme ça, on va essayer de faire en sorte que jamais l'arabe et l'amazigh ne seront à égalité. Bon, j'ai laissé passer 50 ans de
marginalisation qui fait qu'on va gagner tout de suite. On le sait. On le sait que la guerre elle est encore là. On a gagné plusieurs batailles, mais on sait encore qu'il y a encore plusieurs batailles à gagner dans l'avenir. Les bilans, qu'est-ce qu'il y a eu après 2011, après qu'on ait eu la Constitution, cette manière de mettre la Mazir dans la Constitution? Vous avez des institutions qui se sont mis à écrire anti-finard sur le ministère de l'Éducation, les académies, les instituts, etc. Mais pas encore le Parlement. Là, ils font de la résistance. Hein. Donc le Parlement, on est là derrière, mais ils font de la résistance. Moi, non, mais il faut attendre la loi organique. On a besoin de logistique pour que les gens y parlent. Bon, alors qu'il y a des gens qui viennent de je ne sais pas quel pays, qui ont toujours des traducteurs à l'intérieur du Parlement. Nous, non. Hein. Puis il y en a même qui rigolent, ils vous disent « Puis dans quelle langue vous voulez ça? Vous avez tellement de dialectes, etc. » Donc là aussi, c'est un gros problème en ce qui concerne Tamazir, les arabistes et les islamistes jouent beaucoup là-dessus. Puis le mouvement, par la suite, j'ai dit le mouvement se radicalise, mais le mouvement change aussi de figure. Vous avez aujourd'hui des associations spécialisées dans les domaines. Une confédération des enseignants, des associations des enseignants de la Mazir de tout le Maroc. Une association des poètes d'Ahwesh, des poètes traditionnels. Des associations au niveau du théâtre. Des associations d'écrivains marocains à Mazir. D'accord ? Ça se spécialise de plus en plus. Beaucoup d'acteurs à Mazir, d'activistes à Mazir, comprennent qu'il faut qu'ils travaillent sur leur front, le front qu'ils maîtrisent le mieux, hein, pour aller plus loin dans leur domaine.